Good. C'est parti pour Bienvenue à tous pour Le Sable va trembler, épisode 3. Aujourd'hui, on vous demande, est-ce que vous êtes E, T, P ou I? Donc, ça, c'est la question du jour. Je vais attendre que mon collègue Simon vienne me rejoindre. Si vous êtes déjà connecté, lâchez-nous un petit commentaire, dites-nous salut, comment ça va. Ça nous fait toujours plaisir si vous regardez en replay. Merci d'ailleurs pour tous les likes, les shares, les commentaires que vous avez faits la semaine dernière. Ça fait toujours plaisir. Et là, j'essaye de voir si Simon est là, mais je ne le vois pas se connecter. On va continuer pendant ce temps-là. Hop. Je vais prendre mon petit café. Parce qu'ici, en Thaïlande, c'est le matin tôt. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Donc, je vais essayer de voir. Je ne sais pas pourquoi, là, je ne vois pas Simon se connecter. J'ai Seb qui est là. Salut Seb, comment ça va? Salut les boys. Noémie Charbonneau qui est là. Good. Donc, Simon devrait se connecter bientôt. On va pouvoir être deux. Et aujourd'hui, donc, comme je disais, on vous demande quelle lettre êtes-vous? E, T, P ou I? Petit indice. Petit indice, 95% de la population est E ou T. D'après vous, qu'est-ce que c'est? E, T, P ou I? D'après vous, est-ce que vous êtes plus E ou T ou plus P ou I? Hop. Donc, répondez-moi. Est-ce que je ne vois pas vos commentaires? Maxime est là. Salut Julie. Hop, n'hésitez pas à commenter, mais je vois toujours pas Simon. Oh, Toi, Seb, tu dis que tu es E.T. E.T. téléphone maison? Non, tu es E et T, en effet, c'est vrai. C'est vrai en plus. Tu es E et T. Attends, hop. Donc, Noémie est là, Seb est là, Julie est là, mais Simon ne regarde toujours pas. Le live. Gabriel Harpin qui vient de se connecter. Si Simon n'arrive pas, je vais peut-être juste arrêter ce live et repartir un autre live pour voir si c'est pas le live, parce que je l'ai tagué. Puis je pense qu'il a l'air d'avoir un problème à se connecter. Et donc, comment s'est passée votre semaine de votre côté? Kim est là aujourd'hui aussi. Salut Kim. Mais j'ai toujours pas Simon pour se connecter avec moi. Écoute, on va faire, tiens, Guillaume vient d'arriver. Salut tout le monde. Hop, si, invite. Et là, je fais, hop. Voilà. Donc, on est live, c'est live sur Facebook, c'est les joies du live sur Facebook. Et d'après vous, est-ce que vous êtes plus E, T, P ou I? Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Si je vous dis un indice, c'est que 95% de la population aujourd'hui est E ou T, mais que 5% de la richesse seulement est de ce côté-là, en E ou T. Qu'est-ce que ça vous dit comme indice? Yes, il est là. Il est là, le Simon. Good, good, good. Il va se connecter. On va utiliser mon tableau aujourd'hui pour la petite démonstration. Donc, Enfin. boum! Simon est arrivé. Et là, je vais pouvoir retasser pour voir vos commentaires. S'il y en a qui sont. L'autre fille qui est là, Marc-André qui est là. Tiens, Kim. Allô. Moi je suis E.T. Seb, en effet. Salut Julie, elle nous dit allô.
Non, Bon, c'était bien comme ça. Ouais. bon, j'ai fait de quoi, là? Parce que je suis sur la nouvelle version de iOS, puis là, on dirait qu'il m'a viré l'écran de bord, là. Je sais pas pourquoi. Mais c'est parfait comme tu es là, là. Bon, mais Comme moi, moi, c'est je te parce vois très que. bien. Ben, pas moi. Moi, ça a comme switché Ah bon? l'écran, c'est vraiment bizarre. Un petit peu, ouais, switché. Ah, Apple n'est plus Apple. Là, tu le tournes, en effet, t'es comme la tête de côté. Est-ce que vous voyez, Simon, mettez-nous en commentaire. Nicole a dit E, c'est pour endetté. Guillaume dit E, c'est pour entrepreneur, investisseur, patron ou travailleur. Pas, t'es dans la bonne logique, mais c'est pas exactement ça. Simon, est-ce que Non, moi, ça marche pas. Attends un petit peu. t'es, Genre, t'es droit à côté? Julie nous dit E pour économie. Non, ce n'est pas non plus E pour économie, mais c'est bien essayé. Je dis 80% de la population est du côté E ou T, et pourtant, que 5% de la richesse mondiale est de ce côté-là. Donc, il faut que je repasse. Simon est reparti. Il faut que je le réinvite sur le broadcast. Hop, voilà, voilà. Et donc, on a eu quand même une bonne idée. Hop, voilà. C'est ce que je cherchais. Good. Simon, ça va? oui, ça a vraiment C'est marché. bon? T'es là? Là, ça marche? Bon. Les gens nous disent que t'es correct. C'est bon. On a quand même pas mal de monde qui sont là, qui regardent. Donc, c'est cool. On va partir là-dessus. Aujourd'hui, on pose la question. Hein? Le show, c'est pour remettre un peu en question. Et aujourd'hui, on vous demande, hey Christopher, on vous pose la question, est-ce que vous pensez que vous êtes E, T, P ou I? Sachant que 95% de la population sont E ou T et 5% de la richesse sont E ou T. Donc, c'est différentes façons de gagner sa vie. Hein, quand vous êtes... quand vous voulez gagner de l'argent, OK, on va y aller simplement. Quand vous voulez gagner de l'argent, il y a différentes façons de gagner de l'argent. Et les 4 catégories principales pour gagner de l'argent sont E, T, P ou I. C'est les 4 lettres. Simon, je te Oui. laisse continuer là-dessus. Hop. Donc, Hop. moi, j'ai un retour de son un petit peu. E, T, P ou I. Donc, le E Voilà. est pour employé. En effet. Donc, E, c'est pour employé. Donc, OK? l'employé, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il échange son temps contre l'argent. Effectivement. Si vous êtes employé, il faut échanger votre temps contre de l'argent. Également, vos revenus vont être linéaires. Donc, ça veut dire que vos revenus vont faire style ça, ils vont rester comme ça, vont monter un petit peu. À chaque année, ça monte un petit peu, ça monte un petit peu, mais c'est assez linéaire. OK? Ensuite, autre chose sur l'employé. Ben, quand tu arrêtes, de travailler, ben, tu n'as plus d'argent qui rentre. Donc, l'argent, tout revenu s'arrête. Puis quand tu es à la retraite, ben, ton revenu s'arrête en partie aussi. Donc, tu n'as plus d'entrée d'argent, tu fais juste vivre avec ta retraite. Le revenu descend. C'est ça qui est dommage, c'est que tu échanges ton temps contre de l'argent, mais dès que tu n'es pas au travail, ben, tu ne gagnes pas d'argent. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais j'ai des vacances. » Bon, génial. Si vous avez 2 ou 3 semaines de vacances ou 4 semaines de vacances par année, combien de semaines de vacances vous avez par année? Marquez-nous ça en dessous en commentaire. Combien de semaines de vacances vous avez par année? Et combien d'entre vous travaillent plus que 40 heures semaine? On va dire ça comme ça. Parce que normalement, la moyenne, ce serait normalement supposé être 40 heures. Combien travaillent plus que 40 heures semaine? Donc, E, c'est pour employé. Et on a moins de revenus à la retraite, comme tu disais, et vous gagnez de l'argent souvent pour payer les factures. Parce qu'il y a tellement de couches qui s'enlèvent
au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand vous recevez votre paye, ben, effectivement, les impôts passent en premier. Les impôts directs, on va dire, parce qu'il y a les impôts après ça, il y a les impôts de l'année suivante, mais il y a les impôts directs qui passent tout de suite. Et deuxième chose, donc, Guillaume nous dit 4 semaines, mais 40 heures semaine. OK, 4 semaines de vacances, mais 40 heures semaine. Good. Sylvie nous dit à la retraite, en effet, ça prend un surplus pour les factures. Effectivement, parce qu'on descend, en fait, on tombe à 40 hein? On tombe à, c'est ça, c'est 40 de son revenu, hein? C'est à la retraite, 40 ou 50 de son revenu. S'il y en a qui sont au courant, marquez-nous ça. Ensuite, vous ne maîtrisez pas votre temps. C'est votre patron qui vous dit à quelle heure vous devez être au bureau, à quelle heure vous devez partir le soir, qui accepte ou pas vos vacances. Ça, c'est du côté employé. OK? Une autre chose qui est très importante et qu'on ne s'en rend pas compte quand on est employé, c'est que on nous cache qu'il faut payer pour être employé. Faut pas le dire! Simon, des exemples de frais qu'on a quand on est employé? Employé, le frais, tu peux aller, souvent tu as ton stationnement. Il y a beaucoup de gens, des fois, il faut qu'ils payent le stationnement. Moi, c'est ça que je fais présentement. Je paye pour aller travailler. Je suis payé pour travailler, mais je paye également pour aller travailler parce que j'ai un stationnement de payer. Ou l'autobus. Si ils prennent l'autobus, il faut qu'ils payent pareil pour l'autobus. Tu vas payer aussi pour des fois peut-être les dîners. Ceux qui ont des fois qui n'ont pas de temps le lunch, il faut que tu payes pour ton dîner. Pour ça, vite de même. Si tu as des enfants. Ben, les enfants, la garderie. La garderie, bien sûr. La garderie, la crèche. Service de garde pour l'école. C'est ça. C'est des frais afférents qui sont tannants un peu, mais bon, c'est dans le quotidien de tout le monde. Tu parlais du stationnement. Oui. Tu parlais du stationnement. La voiture pour aller travailler. Voiture, si tu ne travailles pas de chez toi, il faut une voiture ou des transports. Ou plus cher d'essence. L'essence, les assurances. Si tu te sers de ta voiture pour aller travailler, les assurances sont plus chères. Ouais. Et une autre chose, c'est que faut que tu t'habilles pour aller travailler. Il faut que tu aies des vêtements qui sont en accord avec le code vestimentaire de là où tu travailles. C'est sûr. Il y en a qui nous disent... Quand tu t'habilles normalement, un peu comme au niveau de l'État, tu peux t'habiller peut-être un peu plus jean t-shirt, c'est ça, mais ça va te coûter aussi cher pareil si quelqu'un est un cadre, il va se payer des vestons et des cravates, puis fait que ça coûte aussi cher aussi. Fait que l'un ou l'autre, quand tu as coût de l'argent, on ne veut pas. C'est ce que je veux dire. Il y en a beaucoup, en fait, qui ne peuvent pas aller s'habiller avec leur linge de tous les jours pour aller travailler. Il y en a qui ont un code vestimentaire et doivent respecter ce code vestimentaire. Sylvie nous dit à la retraite, en effet, ça prend un surplus. Oui, ça, on l'avait dit. Maurice dit, normalement, c'est 70 pour la retraite. Pardon, la retraite des employés de l'État, Sylvie nous dit, est quand même très appréciable. Disons que j'ai environ 70 ouais. Le 40 que j'avais, en fait, normalement, c'est parce que c'est entre 60 et 70 qu'on gagne. Et donc, c'est 40 c'est 30 à 40 en moins de son revenu. Mais ça donne quand même, imaginez si vous étiez à la limite pour payer vos factures puis tous vos frais quand vous étiez dans un mode de travail. Quand vous tombez à la retraite, il y a plusieurs frais qui sont toujours là, puis vous avez moins de revenus. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui cherchent des façons de gagner de l'argent à la retraite. Je parlais avec quelqu'un hier, il me disait qu'il allait, par exemple, servir des repas à l'école. Il fait ça ça lui donne un petit revenu, c'est 20 heures par semaine, c'est pas grand-chose, mais ça améliore sa retraite. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. On a Anastasia qui est là, Maurice qui nous parle en majuscule maintenant, mais tu n'as plus les charges, genre le syndicat, les assurances vie et maladie. Effectivement, ouais, t'as moins de choses, parce que ça, c'est d'autres frais. Ah oui, ça, c'est d'autres frais en plus qui sont ajoutés quand tu es employé. Syndicat, assurance vie, maladie, tu as plein de frais en plus quand tu es employé. Donc, qu'est-ce que le T? Le T, c'est les travailleurs autonomes. Si vous voyez en anglais, c'est selon est en français. En anglais, des fois, vous allez peut-être avoir S, en fait. Là. Pour ceux qui voient, fait que self-employed, c'est ça. Travailleur autonome ou travailleur indépendant, auto-entrepreneur pour ceux qui nous regardent en France. Voilà, c'est quand on est notre propre patron de notre job, en fait.
Ici, c'est avoir une job, OK? De ce côté-là, c'est avoir une job. Quand on est de ce côté-là, on a une job. Parce que soit vous êtes employé pour une job, pour un emploi, soit vous êtes travailleur indépendant, donc vous êtes propriétaire de votre job. Parce que ça revient au même, hein? Quand on est travailleur indépendant, on échange encore notre temps contre de l'argent. Ça veut dire que dès qu'on est malade, dès qu'on est en vacances ou quoi que ce soit, dès qu'on est travailleur indépendant, il y en a qui vont me le dire, on n'a pas de revenus. C'est le cas, entre autres, pour les avocats, les médecins, ils sont travailleurs indépendants. S'ils n'ont pas de cabinet, ils sont travailleurs indépendants également. La grosse différence peut-être entre les deux, c'est du côté employé, tu n'auras pas d'effet de levier. Tandis que du côté travailleur autonome, tu peux peut-être avoir un certain effet de levier en fonction du prix que tu vas mettre versus la force de travail que tu vas mettre aussi. Mais tu as un gros désavantage, c'est que tu te ramasses un peu tout seul parce que tu fais du travail chez toi. Tu es un peu plus solitaire. Travailleur autonome, c'est travailleur unique, hein, c'est travailleur indépendant. Exact, c'est ça. Donc, quand tu dis effet de levier sur quoi? Ben, en fonction du prix que tu vas charger avec la force de travail que tu vas mettre. Donc, tu vas en avoir un, mais si tu travailles plus, tu vas faire plus d'argent. Tu as un certain effet de levier quand même. Mais l'effet de levier, c'est toi qui le procure. C'est en fonction de ta force de travail, le temps que tu mets versus le prix que tu charges en fonction de tes services. Ça, c'est sûr. En effet, ici, tu es payé au résultat. Plus tu travailles, plus tu es payé. Tu n'as pas la barrière du salaire avec les évaluations annuelles du manager, si ça va bien, si ça va pas bien. Puis en plus, ici, tu peux te faire virer n'importe quand. Ici, c'est juste toi qui peux arrêter. Donc, il y a une différence. Donc, au niveau sécurité, ça paraît plus sécure d'être employé, mais au final, c'est peut-être plus sécure. Si vous avez assez confiance en vous, c'est peut-être plus sécure d'être travailleur indépendant. Si on est de ce côté-là du tableau. Ce côté-là du tableau, c'est 95 %, je ne sais pas si vous voyez encore bien, c'est 95 % oui, de la population. 95 % de la population, et ici, on est à 5 % de la population, donc. OK? Qu'est-ce que c'est maintenant P? P, ben, c'est le propriétaire d'entreprise. Yes. C'est ça. C'est ceux qui vont bâtir les entreprises, qui vont mettre en place un système. En fait, ils vont essayer d'aller chercher du leadership pour pouvoir peut-être, ils vont être propriétaires, mais ils vont essayer de mettre les autres peut-être à leur place pour, on pourrait dire, leader la shop. C'est ça. Là, on a un vrai effet de levier. C'est que les patrons d'entreprise, propriétaires d'entreprise, vont avoir la possibilité d'avoir un effet de levier sur leurs employés, sur les gens qui sont de l'autre côté. Ça veut dire qu'ils vont payer pour échanger le temps des employés contre leur argent. Donc là, on change. Là, vous avez vu la différence entre je échange mon temps contre de l'argent, je échange mon argent contre votre temps. C'est ça qui est. On dit que le temps, c'est de l'argent, mais le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent pour des deux côtés. Mais ici, on paye pour le temps des autres. Tandis qu'ici, on échange notre temps contre de l'argent des autres. C'est la grosse différence. Donc, vous avez plus de temps libre ici. Oui, mais il y a des avantages quand même. On a tous des avantages et des inconvénients. Le petit désavantage, c'est que dans le fond, il peut être limité à la capacité. Il va être limité sur la capacité de pouvoir recruter en fait les leaders ou peut-être même les employés. Si tu es en manque de ressources, ben là, tu es limité parce que s'il n'est pas capable d'avoir les ressources nécessaires, ben là, l'effet de levier n'est pas là. Ça peut être un désavantage au niveau de son effet de levier. Il faut trouver les bons employés. Exact. Donc, c'est pour ça que si vous êtes un employé et que vous n'êtes pas un bon employé, vous pouvez vous faire virer du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que si l'employeur qui est ici trouve quelqu'un qui est meilleur que vous, ou qu'il y a un petit jeune qui vient de sortir de l'école, qui vous remplace, ou il y a un ordinateur, ou il y a un robot, parce qu'on s'en va vers là. On a vu encore les Toys R Us qui ferment. Je veux dire, tout s'en va maintenant tellement sur Internet que c'est rendu fou comment toutes les grosses business sont en train de tomber. Les Sears sont en train de tomber, les Toys R Us sont en train de tomber. Je veux dire,
Les grosses entreprises que nous, on a connues quand on était jeunes sont en train de tomber. Pourquoi? Ben parce qu'on a des entreprises qui sont en train de monter, qui sont sur Internet, comme Amazon, par exemple, qui prend un gros marché, qui est rendu plus gros que Walmart. Donc, vraiment, là, il y a une vague qui est en train de passer et on peut très bien s'imaginer que prochainement, avec les applications comme Uber et les Google Cars ou des Tesla qui font des voitures donc, qui sont automatiques, sans conducteur, ben, on va pouvoir peut-être plus avoir besoin de chauffeurs de taxi. Donc, les chauffeurs de taxi qui, en ce moment, se battent contre Uber, moi, je dirais qu'ils devraient commencer peut-être plus à réfléchir quelle solution ils pourraient faire parce que leur job n'est plus sûr. Là. On dit qu'en 2030, il y a 40% des jobs qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a connus, en fait, depuis le passé, qui n'existeront plus. Je prends souvent exemple avec le McDonald's. On est rendu qu'on a de moins en moins besoin de caissiers chez McDonald's. C'était une job étudiant qui datait de, je veux dire, ça a toujours été comme super job étudiant. Informatique prend le Aujourd'hui, dessus. on va chez McDo. Ah oui, on va chez McDo, on commande avec la caisse, l'écran d'ordinateur directement. Juste besoin de quelqu'un qui nous donne la commande. Et ils ont réussi à faire un McDo aux États-Unis qui sans robot, sans humain. Chaîne de C'est des montage. robots en fait qui font chaîne de montage qui font les burgers. De toute façon, c'est à peu près ça qu'on demande aux gens qui travaillent chez McDo. Tout est tellement la même chose tout le temps qu'ils n'ont plus besoin de personnes réellement, ou peut-être juste, en tout cas, le moins possible. Donc, ces jobs-là, ça s'en va. Donc, à un moment donné, propriétaire d'entreprise, c'est être son propre patron, c'est créer sa propre business. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, on a plein de possibilités de créer votre propre business. D'utiliser là où s'en va la vague. Est-ce que vous allez laisser la vague passer puis courir en arrière, ou est-ce que vous allez prendre la vague qui passe en ce moment, ou même courir en avant de la vague? Parce qu'il y en a pas mal qui sont déjà partis en courant. Autre fait, à propos des revenus, quand tu es là ici, les revenus sont exponentiels. Oui, je pense que oui. C'est bon. Parce que j'ai regardé les commentaires si on avait. Ah, OK. Ben, son exponentiel. Je Oui, vois pas les commentaires, en fait. Son exponentiel en fonction de ton effet de levier, bien sûr. C'est toujours en fonction de l'effet de levier si tes employés ils rapportent, s'ils créent une valeur assez pour rapporter à l'entreprise. C'est ça. On dit que normalement, ici, c'est quand tu arrives à un propriétaire d'entreprise avec une dizaine d'employés. Quand tu es rendu avec une dizaine d'employés dans ton entreprise, tu es considéré comme étant plus travailleur indépendant, tu es considéré ici. Parce que là, si tu as juste un ou deux employés, souvent tu es encore dans cette case-là parce que un ou deux, tu n'as pas assez d'effet de levier, comme tu parles, Simon, c'est ça. Sur les employés. Donc, tu es considéré encore en T. Quand tu es rendu en P, c'est que tu es rendu avec déjà 10 employés et plus, ça fonctionne bien. Tu détiens un système. Donc, par exemple, tu peux être le propriétaire on va reprendre McDonald's, mais propriétaire du système de McDonald's et les gens vont te payer pour également faire travailler, en fait, les gens. Quand vous arrêtez de travailler ici, si vous êtes propriétaire de votre entreprise, vous arrivez à la retraite, qu'est-ce qui se passe avec les revenus? Continue. Eh oui, les revenus continuent. Continue à rentrer. Ici, vous échangez votre temps contre de l'argent, mais ici, vous échangez le temps des autres contre votre argent. Donc, les revenus continuent à rentrer parce que les gens continuent à travailler. Ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas que les revenus s'arrêtent. Donc, les revenus vont continuer à rentrer de ce côté-là également. C'est ce qu'on appelle communément un revenu passif. Exactement, c'est ce qu'on appelle un revenu passif. On va le voir également dans le côté investisseur au niveau des revenus passifs. Il y a plein de façons de se créer du revenu passif ou revenu résiduel. C'est un revenu qui revient tous les mois, peu importe que vous continuez à travailler ou pas. Donc, ici, on est d'accord que vous créez de la richesse. De ce côté-là, vous êtes en train de créer de la richesse. Ici, absolument pas. Si tu arrêtes, il ne se passe rien. Travailleur indépendant, on ne l'avait pas dit tantôt, mais si tu arrêtes de travailler aussi, tu n'as plus d'argent qui rentre. Parce que si tu tombes malade, ben, personne ne travaille pour toi. Puis souvent, ben, là, tu as peut-être moins d'assurance aussi parce que tu n'es pas assujetti aux assurances de ton emploi. Donc là, tu as peut-être un plus gros risque des fois à ce niveau-là, mais c'est quand tu tombes malade. Quand tu es en forme, tout va bien, tu peux faire rentrer l'argent, mais s'il arrive quelque chose, ben, là, tu es peut-être un petit peu plus dans le trouble à ce niveau-là.
Ouais, il faut que tu prennes des assurances en plus ou quelque chose comme ça. Salut Karine, j'espère que tu vas bien. Seb dit courir en avant de la vague, j'aime ça, là. Ouais, Yes. Sylvie a un bon commentaire. Elle dit pour devenir propriétaire d'entreprise, ça prend quand même un bon investissement. Effectivement, partir d'une entreprise, souvent, comme des franchises, ben, on parle de entre 250 000 et plus. Là. Et plus. Là. Fait que partir sa propre entreprise, même si tu ne pars pas une franchise, tu pars ta propre entreprise, ça te prend quand même au moins 150, 200 000 minimum, là, acheter la bâtisse ou la louer, mais au moins tout ce que tu as acheté à l'intérieur, c'est ça c'est les frais, là, veux pas. Là. Puis en plus, ben, tu n'es même pas certain que ça va fonctionner. Tu peux te péter la gueule après 2 mois. T'sais. Quelqu'un qui va acheter un restaurant aujourd'hui, là, pas de chance. T'es mieux d'être ferré ou de connaître la restauration. Ou, en tout cas, c'est un gros risque. C'est peut-être un des plus risqués. On parle de restauration présentement, mais c'est ça. Partir d'une business, ça fait partie de la game. Tu sais pas, tu connais pas les risques. Tu es plus libre, tu crées de la richesse si ça fonctionne, mais effectivement, il faut te donner du temps. C'est ça. Ton risque financier est plus gros. Une entreprise, ça devient pas. Excusez-moi hein, si je vous lis pas vos commentaires, c'est parce que Facebook, j'ai l'impression qu'il ne me montre pas tous vos commentaires. Donc, n'hésitez pas Simon, n'hésite pas à les lire si tu vois que je saute des commentaires, c'est parce que je ne les vois pas. Le commentaire de Sylvie, là, que tu me dis, là, je le tu l'as pas vu. Okay. Non, je le vois pas. J'ai essayé de remonter quand tu le disais, là, justement, je ne le vois absolument pas. Karine dit, j'espère que toi aussi. Seb dit, faire de l'argent avec l'argent. Oui, ça, il y a une possibilité. Il prend de l'avance, celui-là. Il prend de l'avance, on s'en va là. Oui, là, c'est là ce qu'on s'en va. Ouais. Ce qui est important de savoir, c'est que si vous êtes propriétaire d'entreprise, en effet, je suis complètement d'accord avec Sylvie, c'est qu'il faut acheter un local, il faut acheter son stock, son inventaire qu'on va revendre, et ça tous les mois. Il y a des frais, en fait, mensuels à être propriétaire d'une entreprise. Okay? Les assurances, l'électricité, assurance, électricité, le stock, l'inventaire, blablabla. Les employés, effectivement, il faut les payer. En plus. Donc ça c'est effectivement le risque de départ. Mais souvent, à la différence, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que si vous avez plus d'investissement, ben vous allez mettre aussi plus d'efforts et vous allez vous donner plus de temps pour arriver à la même chose. Vous allez vous donner le même plus. En fait, vous allez vous mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Les gens alignent souvent, et ça je le dis, je l'ai dit régulièrement dernièrement, mais les gens alignent souvent leurs efforts à l'investissement qu'ils ont besoin. Si vous n'avez pas besoin, si vous ne vous rendez pas compte que vous avez besoin, comme là, ici, là, je dis, vous ne vous rendez pas compte que vous investissez pour aller travailler pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est de ce côté-là, en termes de, comme on disait, la voiture, l'essence, le parking, les habits, le dîner, la garderie, tous ces frais-là, en fait, le syndicat, tout ça à payer. Si vous ne vous rendez pas compte de ça, ben, les efforts que vous allez émettre aussi sont souvent alignés avec l'investissement que vous faites. Il y en a beaucoup qui vont travailler à reculons. Il y en a beaucoup qui arrivent de vacances puis qui posent sur Facebook, je l'ai vu au mois d'août, retour à la réalité. L'investissement d'effort est équivalent à l'investissement en argent que vous avez l'impression de mettre. Si vous réalisez que aller travailler, ça vous coûte de l'argent, vous allez peut-être plus vous défoncer, vous allez peut-être plus vouloir réussir puis monter les échelons rapidement dans la pyramide de l'entreprise ou dans l'organigramme de l'entreprise dont vous travaillez. Dernier petit carré. Le I. Simon? Ouais. Le I, c'est l'investisseur, lui, en fait, qui échange son temps et son argent pour acquérir de l'actif. Là, on pourrait définir l'actif, là, mais on pourrait. On pourrait. On peut partir à un grand débat, là. J'ai ce débat-là des fois avec du monde. C'est quoi un actif? C'est quoi un vrai actif et c'est quoi un passif? Commentez, c'est quoi pour vous un actif? Ouais. Ça serait intéressant de voir c'est quoi votre pouls là-dessus. C'est quoi un actif? Qu'est-ce que de l'actif? Qu'est-ce que de l'actif? Commentez ça. Et investisseur, effectivement, ce que Seb disait tout à l'heure, faire de l'argent avec de l'argent. C'est-à-dire que là, on laisse travailler l'argent pour acquérir encore plus de revenus. Donc ça veut dire que là, on a tout notre temps libre
et la richesse s'accumule. On vous laisse commenter. Qu'est-ce que de l'actif pour vous? Qu'est-ce que de l'actif pour vous? N'hésitez pas à commenter. Je pense qu'il y a un petit délai entre le moment où... Impossible. Et hop. Donc, ça, investisseur, c'est acquérir de l'actif. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir réinvestir à chaque fois. Ça veut dire que l'argent va rentrer, et vous allez pouvoir réinvestir avec, Maurice dit genre maison à logement. C'est bon. Maison à logement, c'est bon. Maison principale, par contre? Il y en a qui vont dire oui, mais je ne suis pas nécessairement d'accord. Est-ce que vous pensez qu'une maison, votre maison principale est un actif? Est-ce que vous pensez que votre voiture est un actif? Votre skidoo, votre chalet est un actif? Est-ce que vous croyez que votre TV, vos canapés sont des actifs? Sylvie a mis un commentaire. Elle dit un actif est un élément identifiable du patrimoine d'une entité ou d'un agent économique, ménage, entreprise, etc., ayant une valeur économique positive, c'est-à-dire générant des ressources. Il me manque un bout, là. J'ai pas toute la phrase, mais c'est ça. Générant des ressources, on se le trouve. En fait, c'est ça, la maison, le monde pense que c'est un actif. Puis j'ai eu une discussion justement la semaine passée là-dessus avec des collègues. Puis on s'est obstiné un peu à ce niveau-là. Le monde dit oui, c'est un actif. Même sans payer, c'est un actif. Ben, bon point, Guillaume. Guillaume, il a mis le doigt sur l'affaire. Un actif te rapporte de l'argent. Est-ce qu'une maison, quand tu l'habites, te rapporte de l'argent? Si vous pensez qu'une maison est un actif, là, pensez à ça. Là. Est-ce que la maison que vous habitez qui est payée vous rapporte de l'argent? Si vous me dites oui, là, j'aimerais ça connaître votre recette. En ce moment, si elle vous rapporte de l'argent en ce moment, parce qu'il y en a qui vont dire, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais quand je vais la revendre, elle va me rapporter de l'argent parce que la valeur va avoir augmenté. Non, je sais de quoi je parle. Ça, c'est sûr. Elle n'augmente pas tout le temps déjà. Non. Ça dépend du marché. Le marché actuel, présentement, le marché est en baisse, là, en très grosse baisse. Donc, ceux comme moi qui avaient acheté une maison il y a 2 ans, 3 ans, si vous pensez faire de l'argent avec, là, vous en perdez. Donc, c'est pas un actif en partant. Si c'est payé, même si c'est payé la maison, vous dites, ouais, mais si je la vends, je vais faire 250 000 avec. Oui, mais dans l'actuel, un actif, c'est dans l'actuel. La maison, actuellement, est-ce qu'elle vous rapporte de l'argent? Est-ce que vous avez un retour sur investissement avec votre actif? Pensez-y. Assuré. Assuré si vous avez un retour en ce moment. Parce qu'il y a moi, je dis, ceux-là qui me disent ouais, mais quand je vais revendre, je vais ramasser mon argent. Ben, 1, c'est pas assuré. 2, si oui, tant mieux, OK? Je dis pas que c'est pas bien, là, OK? Mais tant mieux si, quand vous vendez votre maison, vous faites de l'argent. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là? C'est pas un actif, ça devient un profit. Ah. C'est pas un actif. Tu vends ta maison, c'est un profit. Tu vas faire un profit sur ta maison. Tu vas faire, c'est ça, tu vas faire vraiment comme, c'est ça, un profit. Si tu vends, si tu restes, il va falloir te loger. Ben, c'est ça, il va falloir que tu t'horloges. Fait que c'est sûr que même si tu fais un profit de 250 000, ben, tu vas avoir un frais afférent tous les mois pareil sur ton logement. Donc, ça ne te rapportera pas. À moins que tu dises, ben, je suis capable de vivre gratuitement quelque part, puis mon 250 000, je le place, puis là, je fais de l'argent avec. Mais ta maison, c'est pas un placement, là. Ta maison, tu as des taxes scolaires, des taxes municipales à payer, tu as de l'électricité à payer, tu vas avoir des frais déneigement, tu vas avoir tous les frais afférents d'une maison. Ça ne devient pas un actif, c'est un passif. Là. Je veux dire, ta maison, elle te génère des dépenses. Donc, c'est loin d'être un actif. Sylvie dit, là, je vois son commentaire. Tu vois, je ne vois pas tous ses commentaires. Des produits dollars à recevoir. Ouais. Ben, par exemple, épargner dans un CELI, c'est un actif. Ouais. Si on considère que l'inflation, oui. Si on ne compte pas l'inflation. Oui, mais il faut que tu sois patient. Il faut que tu sois patient longtemps en faisant de l'argent. Mais oui, effectivement. Ton argent est là, mais elle rapporte quand même de l'argent. Elle rapporte 1,75 à 1,25 peut-être % par année, mais c'est un actif. Dans le fond, toute épargne qui rapporte de l'intérêt, c'est un actif. Ça rapporte de l'argent.
Un REER, oui, un REER, c'en est un Un aussi. REER, un Euh, REER en est un aussi. Seb, il dit Real Un REER est un Estate. actif. Seb dit Real Estate Unity. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Mais à la fois, Real Unité, non, Estate, mais c'est de l'investissement vas-y. immobilier, là, c'est ça. C'est un bloc appartement Real avec estate, les. c'est ce que Maurice disait plus haut. Je Ouais. pense que Seb a été déconnecté, là, mais c'est des immeubles à logement. Là, si vous achetez en fait quelque chose que vous allez mettre en location, là, ça vous rapporte un revenu. Donc là, c'est un actif. Effectivement, du real estate, c'est un actif. Mais le REER, attention, le REER, parce que le REER, c'est un déplacement. Le REER, en fait, ce qu'ils vous disent les banquiers, on va dire que je suis complètement contre les banquiers, parce que le premier épisode qu'on a fait, j'étais un peu contre les banquiers. Le REER, quand ils vont vous vendre, parce que les banquiers sont des vendeurs, quand ils vont vous vendre le produit financier qui s'appelle REER ou CELI ou quoi que ce soit, ils vont vous dire le REER, c'est une façon d'épargner pour la retraite, mais c'est aussi une façon de sauver de l'impôt. Ça veut dire d'épargner de l'impôt en ce moment, parce que tout ce que vous placez en REER, vous ne le payez pas en impôt. En tout cas, c'est déductible d'impôt. Sachez que quand vous allez récupérer votre REER au final, vous allez le payer, cet impôt-là. Donc, c'est juste un déplacement de l'impôt. Ce n'est pas une façon de sauver de l'impôt. C'est une façon de déplacer le montant que vous auriez payé en impôt au moment de la retraite quand vous allez avoir moins de revenus pour le payer. Donc, Maurice dit, avec les frais d'intérêt, les coûts d'entretien, les études disent que le profit est d'environ 3 % à la condition de ne pas avoir de crash immobilier, je pense. On parle de l'immobilier. Ouais. Dû justement à vos frais d'intérêt sur votre prêt, les taxes scolaires, la taxe foncière, la taxe de bienvenue, je veux dire, on les connaît, là, quand on est propriétaire de notre maison, il y a plein de taxes qui nous tombent dessus. Si ce n'est pas un immeuble à logement, ce n'est pas un actif. Pas considéré comme étant un actif. Sylvie dit valeur de rachat d'assurance. Moi, je ne la comprends pas, celle-là. Est-ce que Sylvie, tu peux expliquer? Ça valeur va de me faire rachat. plaisir. Peut-être des assurances, en fait. Parce que certaines assurances, comme moi j'en ai une comme ça, en fait, c'est qu'après, mettons, tant d'années, je peux racheter mon assurance. C'est comme si, dans le fond, je me place de l'argent. L'assurance vie, c'est ça qu'elle veut dire. Une assurance vie, des fois, rachetable. Là. En fait, c'est comme si tu faisais une épargne, mais ton épargne, c'est un actif. En fait, c'est de l'épargne, mais qui ne génère pas de l'actif nécessairement. Tu épargnes de l'argent, puis au bout de la ligne, tu vas recevoir l'argent que tu as investi. Mais tu n'auras pas fait de. C'est pas toi qui avoir fait de l'argent dessus, c'est la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance, elle, va avoir fait de l'intérêt sur le montant que tu lui as donné, puis elle, à la fin, elle te redonne le montant que toi, tu as investi. Donc, je ne suis pas sûr qu'on fait bien de l'argent avec ça. Merci pour les likes. Là. Je viens de voir un like passer, les loves, les shares. À chaque semaine, on en a plusieurs. Merci beaucoup à tous. Les partages, les shares, parce que je suis limite anglophone, là. Les partages que vous faites sur vos pages, si vous pensez que cette discussion-là peut aider aussi les gens, n'hésitez pas à le partager. Juste pour revenir à ça ici, on a 95 % de la population qui est de ce côté-là du tableau, mais on a 5 % seulement de la richesse mondiale qui est de ce côté-ci du tableau. 95 % de la richesse mondiale est ici. OK? Ça, malheureusement, on ne l'apprend pas nécessairement quand on a nos cours d'économie à l'école, mais si 95 % de la richesse mondiale est là, si on vous disait ça quand vous étiez étudiant avant de choisir vos cours au cégep, tout ça, je pense que la grosse majorité des gens choisiraient d'être de ce côté-là du tableau et non pas de ce côté-là du tableau. Mais comme on ne vous le dit pas, parce qu'on a besoin de travailleurs encore aujourd'hui, l'éducation nationale a été inventée au moment de la révolution industrielle, on avait besoin de beaucoup de gens qui travaillaient, donc on envoie tout le monde de ce côté-là. Les gens, on a besoin de travailleurs, donc on va envoyer les gens du côté employé. On forme la population à devenir employés et non pas à devenir propriétaire d'entreprise ou investisseur. Et justement, on va mettre en avant beaucoup plus les risques qu'il y a à être de ce côté-là que la liberté que ça peut apporter, que si vous croyez en vous, que si vous persévérez, que si vous vous donnez le temps de réussir, il y a beaucoup plus de possibilités à être de ce côté-là du tableau que de l'autre côté. Je ne sais pas si les programmes à l'école ils ont changé. Tu sais, au cégep, là, au collège, en fait, là, ça serait intéressant qu'il y ait des techniques. Même, tu peux faire peut-être on pourrait dire comment on appelle ça, les affaires internationales ou programme d'affaires à l'université, mais au cégep, là, ils devraient faire des techniques. Comme je dis, ça existe peut-être déjà, mais
moi, je pense que, en tout cas, il y aurait peut-être de quoi faire là. Faire une technique, en fait, de devenir entrepreneur. Comment devenir entrepreneur? Comment peut-être te partir en business avec tout ce que ça prend? Tu sais, veux pas, ça éduquerait les gens. Tu sais, si tu fais une technique là-dedans, après ça, les gens vont sortir de là peut-être après 3 ans ou 4 ans, vont dire, crème, moi, je me pars en business, puis ils deviennent entrepreneur. Mais je ne sais pas pourquoi il n'y a jamais eu cette idée-là, ou peut-être, comme tu dis, ils veulent trop besoin d'employés. Tu sais, le marché du travail, présentement, il manque de monde. Fait que, ils ne voudront peut-être pas nécessairement encourager l'entrepreneuriat. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a un manque à ce niveau-là. Il aurait dû avoir ça. Donc, Seb, on parle de justement, Seb, il dit qu'il n'arrête pas de se faire déconnecter. Il dit, on est rendu où? Je te dirais, essaye de reprendre le bateau en cours de route. On parlait de 5 % de la richesse de ce côté-là et 95 % de la richesse est de ce côté-là. Malheureusement, à l'école, on apprend beaucoup à être employé. Mais je dirais que c'est normal. Pourquoi? Parce que les professeurs, ceux-là qui vous enseignent, sont de ce côté-là. Donc, c'est dur d'apprendre de quelqu'un qui est de ce côté-là à être de ce côté-là. Lui-même est de ce côté-là. Si, moi, je vous dis, le conseil que je peux vous donner dans la vie, c'est que si vous voulez un résultat dans la vie, écoutez ceux-là qui ont déjà ce résultat-là. Ceux-là qui peuvent vraiment vous enseigner à être de ce côté-là, par exemple, c'est ceux-là qui sont de ce côté-là, parce qu'ils savent exactement de quoi ils parlent. C'est ça qui est important. Jasper, hey! Seb, il dit, on parlait de actif-passif, c'est ça. Ah, tout à l'heure, on parlait de actif-passif. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens achètent du passif en croyant qu'ils s'achètent de l'actif. Un skidoo, un chalet, une maison principale, leur cinéma maison, tout ça. Donc, et vont dire, ouais, mais ça prend du temps, puis c'est risqué, puis ça prend de l'argent. Comme je disais dans mon post que j'ai fait hier ou avant-hier, au lieu de dire j'ai pas le temps, essayez, c'est pas ma priorité. Ce serait bien, mais c'est pas ma priorité. Le message que vous envoyez à votre cerveau n'est vraiment pas le même. Donc, si vous dites c'est pas ma priorité, vous allez peut-être réagir différemment, vous allez peut-être prendre des actions différentes. Oui, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça, souvent, on dit tout le temps, si on n'a pas le temps, je pense que c'est le discours qu'on a tout le temps eu, mais comme tu dis, il faut programmer ça, il faut dire, tu sais, priorité, tout est priorité dans la vie, c'est pas une question de temps. Le temps, là, si tu veux faire quelque chose, tu vas le trouver le temps. Tu vas tasser d'autres choses, comme tu dis, sur une priorité. Tu mets quelque chose en priorité 4, tu le remets l'autre en priorité 1, tu vas trouver la priorité de faire ce que tu veux faire. Puis ça, souvent, on se sert de ce discours-là ou cette défaite-là pour procrastiner, en fait. Ah, j'ai pas le temps. Oui. C'est facile à dire, j'ai pas le temps. Puis on le dit tout, là. Même moi, encore, des fois, je le dis, j'ai pas le temps. Mais j'essaie de tu dis, non, j'ai pas le temps, j'ai pas pris le temps. C'est une petite nuance à ce niveau-là aussi. J'ai pas pris le temps. C'est une question de priorité. J'ai pas le temps, j'ai pas pris le temps. Tu dis, ben, pas pris le temps, c'est parce que tu sais que tu aurais peut-être pu le faire, mais tu l'as pas fait. Tu l'as pas mis dans ton agenda. C'est tout le temps une question de priorité, comme tu dis. Et les deux grosses excuses qu'on a d'être de ce côté-là, on va dire, sont, et Sylvie le dit, je ne sais pas si elle a recommenté parce que je ne vois toujours pas ses commentaires, sont le temps et l'argent. Donc, le temps, c'est une question de priorité. L'argent, quand vous regardez votre budget, regardez où passe votre argent, regardez comme il faut où passe votre argent, et je suis certain que vous pourriez prendre cet argent-là pour être là. Pour que ce soit du côté I ou du côté P, hein, du côté propriétaire d'entreprise ou investisseur, votre argent, les gens qui s'achètent un cinéma maison et tout ça, c'est parce que les gens sont plus dans la dépense d'argent et dans l'investissement d'argent pour du bien-être présent, court terme. On est dans un monde de court terme. On ne pense jamais long terme. Épisode numéro 1. Épisode numéro 1. C'est on ne pense jamais long terme. Non, c'est l'un, on a parlé de ça. Dans le développement personnel, on en a parlé la semaine dernière. C'est important de savoir, justement, est-ce que vous voulez être bien maintenant dans votre confort chez vous, là, en ce moment, ou est-ce que vous voulez être bien pour toute la vie, sur du long terme? Parce que, comme je parlais tout à l'heure, si vous êtes lundi matin et que vous pensez déjà au vendredi soir, ou si vous revenez de vacances et vous dites retour à la réalité, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, dans votre mode de vie à quelque part. On appelle ça la dimanchite aiguë. La dimanchite aiguë, oui. C'est dommage parce qu'on est le vendredi. Le vendredi, il faut quand même aller travailler. On arrive le vendredi soir.
beaucoup de jeunes, en fait, s'en vont boire d'un bar puis tout ça pour oublier leur semaine. Puis dans la vingtaine, en fait, quand on est dans la vingtaine, là, dans le début de nos années professionnelles, on va beaucoup boire le vendredi. Après ça, c'est la famille, les enfants. On arrive le samedi, on essaye de profiter, on a plein de choses à faire, on va faire les courses, on a l'épicerie, le shopping, on a le ménage à faire, tout ça, machin. On arrive le dimanche, on est exténué de la semaine, on a une journée pour s'en remettre, puis le lundi, il faut déjà recommencer à travailler. C'est quand même bizarre le mode de vie qu'on a accepté de rentrer dans le moule. Hein. C'est quand même un peu. Puis on fait ça pendant 40 ans de notre vie. On est stressé toute la semaine, puis la fin de semaine, on est stressé pour faire ce qu'on n'a pas fait dans la semaine, pour pouvoir faire une autre semaine stressante. C'est ça. On est stressé rare. Hein? Puis on a de plus en plus de problèmes de cœur, de maladies qui se développent. Une des grosses raisons du développement, et ça, on pourra en parler, tu avais suggéré ça, de est-ce qu'on mange bien ou tout ça. Ouais. Un des gros problèmes de la société d'aujourd'hui, c'est l'acidité du corps. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de maladies. C'est à cause que notre corps développe énormément d'acidité. Et le stress, c'est une grosse partie, c'est une grosse raison de l'acidité du corps. On appelle ça le stress oxydatif. Ben oui. C'est pour ça qu'on nous dit de prendre des antioxydants. Hein? Manger les antioxydants. Les murs, les bleuets. Parce que justement, il y a trop de maladies. Il y a trop de maladies qui se développent. Donc, à un moment donné, pour compenser, effectivement, antioxydants, stress du travail, essayez de descendre ça. On parlait la semaine dernière de faire de la méditation. Ça permet de faire le vide. Ça permet de justement calmer votre esprit. Ça permet de faire autre chose que de stresser. Sylvie, tiens. Sylvie, super, j'ai vu ton commentaire. À moins d'avoir le bon numéro de loterie, c'est préférable de travailler pour le futur. Effectivement. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à sacrifier 1 à 5 ans de votre vie pour le reste de votre vie ou de continuer pendant 20 ans ce que vous faites présentement? Moi, j'ai répondu à ça il y a 4 ans, puis je travaille encore fort là-dessus, puis je veux continuer à travailler. Ça me prendra 10 ans, il faut me reste 15 ans à travailler. Moi, je me suis toujours dit, il me reste 15 ans, j'ai 15 ans. J'ai 15 ans pour avoir une certaine liberté, puis aller peut-être changer certains... on parlait tantôt de... les circonstances dans la vie. 15 ans à travailler, si tu continues, c'est de tomber à la retraite avec les conditions de la retraite qu'on connaît aujourd'hui. Exact, puis ça, je veux pas. Là. Moi, je veux pas vivre ça. Là. La retraite actuelle, ça marche pas. Là. Tout augmente, puis tantôt, notre salaire ne vaudra pas grand-chose. Le dollar, là, prenez $1, là. Pensez-vous que la valeur d'un dollar aujourd'hui est celle de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans? Ouais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune puis que je m'en allais acheter des bonbons, ça me coûtait quasiment rien. Avec une pièce, j'étais capable d'acheter plein de bonbons. Aujourd'hui, avec une pièce... Avec une pièce, c'est pas grand-chose. Tu vas au dépanneur, là, ils sont achetés quelques bonbons, puis ils sont taxables en plus maintenant. Fait que tes bonbons, là, à 50 cents, là, ben, ils valent plus 50 cents. J'avais 100 petites framboises. Tu sais, les petits jujubes de framboises, là, j'en avais 100 parce que c'est une scène, la framboise. Le une scène n'existe même plus tellement qu'il n'y a rien qui s'achète à une scène maintenant. Fait que la devise du dollar à tous les ans, là, pendant les années à venir, là, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre, ça va descendre. Fait que le dollar, là, ceux qui sont plafonnés dans le salaire actuel, là, toutes les années, vous perdez de l'argent. Ne pensez pas que vous augmentez votre pouvoir financier, vous le perdez. Fait qu'imaginez ça, si vous le perdez encore, c'est ça, il vous reste 15 ans, 20 ans à travailler, puis vous perdez à toutes les années peut-être, puis c'est plus que l'inflation. L'inflation va être de 2 %, mais l'inflation, c'est pour tout le monde. Donc, ton hydro va augmenter l'inflation de 2 %, ton Bell va augmenter ton inflation de 2 %, ton stationnement va augmenter ton inflation de 2 %, 2 plus 2 plus 2, tu es rendu à 6. Ton salaire, là, quand tu vas faire ton épicerie ou tes courses de la semaine. Fait qu'un salaire de quelqu'un qui n'a pas d'augmentation de salaire, là, je pense que ça descend en moyenne de 5 à 10 % par année. Pensez-y, là, pendant 20 ans. C'est de l'argent. Là. Donc, pensez-y, à votre prochaine évaluation annuelle, si vous n'avez pas d'augmentation, ou si le patron vous sort 10 000 excuses pour dire que vous savez, ça n'a pas été rentable cette année, ou tout ça, ou tu es tombé enceinte, tu comprends, tu n'as pas été rentable, une raison de... Les patrons, ils connaissent toutes là, les raisons pour ne pas augmenter les gens. Sachez qu'il vous descend de salaire. S'il n'augmente pas même juste de l'inflation, c'est comme s'il vous descendait de salaire. Parce que tout le coût de la vie, lui, augmente. Ça vous coûte plus cher pour vivre, mais vous restez au même salaire. Donc, vous perdez de l'argent. Ça, c'est quelque chose, c'est un point à faire valoir, c'est que, ben écoute, mon vieux, si tu veux que je continue à travailler pour toi, puis échanger mon temps, ma vie, contre ton argent, il va falloir que tu m'en donnes un peu plus.
C'est une condition, ça. Parce que c'est votre temps, c'est votre vie. On n'a rien qu'une vie à vivre. Vivez-la comme il faut. Vivez-la comme vous avez envie. Soyez heureux dans votre vie de tous les jours. C'est vraiment super important. Petit message comme ça en passant. Pour conclure sur l'investisseur, l'investisseur, lui, il y a peut-être, on parlait des avantages et des inconvénients. Là. Il y a peut-être le seul petit inconvénient qu'il peut avoir, c'est qu'il va être limité à sa capacité, dans le fond, de choisir ses investissements. Fait que, à ce niveau-là, tu peux être limité, en fait. Tout dépend des connaissances que l'investisseur va avoir en fonction. C'est comme, tu sais, moi, matin, je vais aller faire de l'immobilier. Ben, oui, j'aimerais ça, moi, m'investir en immobilier puis avoir des immeubles à revenus, mais en même temps, j'ai-tu la connaissance? Fait que là, il va falloir peut-être que je me tape un peu plus formation, lecture. C'est exact, c'est ça. Mais c'est ça, il y a gens qui enseignent là-dessus. Grant Cardone fait énormément de vidéos et de formations sur justement des gens qui veulent investir sur du real estate, des gens qui veulent investir sur de l'immobilier. Il donne ça à tout le monde qui veut. Il fait des lives sur Facebook, sur YouTube, là, à tous ceux-là qui sont intéressés. Bien, juste à Québec. Là, au Québec, en fait, là, il y en a en français. Là, je t'ai inscrit à ça. Là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Là, mais je pourrais peut-être vous sortir si vous voulez. Là, c'est Cournoyer qui donne ça avec les deux gros dans l'immobilier au Québec. Tu as Cournoyer puis la France, pas la France, en tout cas la branche. Moi, je retrouve les noms. Par cœur, je ne sais pas, mais ils ont une compagnie, en fait, qui font des cours comme ça. C'est récurrent, là, Québec, Montréal, Drummondville. Ils font le tour du Québec. Là. Puis ils offrent des cours en immobilier. Donc, ils parlent souvent des fois de flip immobilier ou de gestion immobilière. Ils ont toute une panoplie de cours là-dessus. Là. Fait que ça peut être vraiment intéressant. J'ai lu beaucoup à ce niveau-là. C'est quoi le cours? Puis peut-être qu'un jour, si je veux vraiment aller dans l'immobilier, il va falloir que faut se taper ces cours-là. Sinon, il faut connaître toutes les lois puis toutes les choses de la régie du logement. Maurice dit pour te faire croire que tu ne payes pas plus cher, ils rapetissent les gâteaux, les carrés de papier de toilette. Mais c'est vrai, pareil, ce qu'il dit. Les portions sont plus petites, même au restaurant. On dit que l'épicerie coûte cher, mais c'est ça. Ça soit les mouchoirs, ça soit la bouffe. Comme il dit, ils vont rapetisser les portions, mais ils vont garder le même prix. Tu regardes juste la liqueur. Moi, je suis pas un peu de liqueur, mais j'ai remarqué ça. À un moment donné, t'avais Coke, tu avais des 600 millilitres. L'année d'après, ça passait à 597 millilitres. C'est pas grand-chose, là. C'est 3 millilitres par bouteille. Mais ils te la vendaient peut-être un 10 cents de plus. Fait que calculer au prorata, eux autres, là, ils font de l'argent. Toi, ça te coûte plus cher, puis tu en as moins de ton argent. Mais ça, c'est du marketing. Ils font tout ça pour compenser les augmentations. Eux autres, ils font ça. Ils vont diminuer les portions, ils vont augmenter un petit peu. En fonction de l'inflation, ils vont diminuer ta portion, ça ne paraîtra pas trop. Ou ils vont changer le format en pensant les sacs de chips, les gros sacs de chips qui n'ont quasiment plus rien dedans. Là. Il y a juste de l'air. Ça n'a pas de sens. C'est marketing. Un sac est gros de même, tu penses qu'il y en a dedans, tu arrives chez vous, tu ouvres ça, pouf, il y en a ça dans le fond. Puis, format familial. Ah, mais c'est au poids. Puis là, ils disent que si tu payes au poids de toute façon. Mais bon, il y a 3/4 du sac qui est de l'air dedans. L'air, c'est ça. On va dire l'air, ça pèse pas. Ça va des crampes. Non, il y a des tailles qui se connectent, c'est pour ça. Salut Francis qui s'est connecté également. Donc, salut à tout le monde qui se sont connectés. Merci à tous d'avoir été là. Cette semaine, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Simon? En fait, ce que je pourrais faire, c'est j'ai écouté une vidéo tantôt justement sur le cadran du cash flow, puis c'est Robert Kiyosaki lui-même qui le présente, puis il est sous-titré en français, puis il y a un narrateur français en plus. Donc, je vais poster ce lien YouTube-là, fait que vous pourrez regarder ce qu'on a parlé à soir, ça vient de là, pas mal. Là. C'est le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Donc, vous pourrez regarder ça, il explique. Et il donne des exemples aussi d'investissement. Vous allez voir, là, il parle de quel genre de business que tu peux faire aussi au niveau d'investisseur. C'est vraiment intéressant. Donc, regardez ça. Puis peut-être commenter en dessous de la publication du commentaire que je vais faire de cette vidéo-là. Vous pourrez toujours commenter peut-être vos appréciations ou si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas. Mathieu et moi, on est là pour répondre à tout ça. Donc, bonne semaine. On est là tous les mardis, 21h en heure du Québec. Ça s'appelle Le sable va trembler. Parce qu'on remet un peu en question, on shake un peu tout ça, là, toutes nos certitudes puis les choses qu'on pense être certaines, mais en même temps, c'est normal parce qu'on est dans ce moule-là depuis tellement longtemps puis tout notre entourage fait tellement la même chose qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il n'y a rien que ça qui fonctionne.
Mais quand on sait que 95% de la population fait ça et qu'il y a juste 5% de la population qui est de ce côté-là, c'est normal qu'il n'y a pas grand monde qui peut vous dire comment ça marche de ce côté-là, parce que 95% de la population est de ce côté-là. Réfléchissez à ça. C'est normal d'avoir peur, OK? De passer du côté gauche, employé, travailleur indépendant, du côté droit, business, là. C'est normal que vous allez avoir peur. Même les grands de ce monde ont tous peur de le faire. Puis moi, le premier, là, passer de gauche à droite, là, moi, je le fais à temps partiel, puis c'est pas pour rien. Là. Je lâcherai pas ma job demain matin. On parle de sécurité financière quand tu es employé. J'en ai quand même une. À partir du jour au lendemain, quand tu as quand même une maison à payer, des choses, mais c'est fréquent. C'est épeurant. Tu peux pas faire ça du jour au lendemain drastique. Donc, il y a des moyens de le faire à temps partiel, de commencer à changer peut-être, comme tu dis, en fonction de tes certitudes, tes mentalités, ton mindset, de commencer à regarder un peu de qu'est-ce que tu peux faire, toi, en tant qu'employé pour devenir peut-être soit chef d'entreprise ou encore travailleur investisseur plus. Donc, à ce niveau-là... Il y a plein de façons qui existent et contactez-nous, Simon ou moi-même, on peut vous conseiller, on peut vous coacher là-dessus. D'ailleurs, j'ai un coaching là, qui commence dans quelques instants avec quelqu'un. Contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous enseigner les moyens, comment, avec votre situation actuelle, vous pourriez passer de ce côté-là du cadran à ce côté-là du cadran, en sortant de votre zone de confort un petit peu, en essayant de résister à l'élastique qui essaye de vous ramener continuellement à l'intérieur de votre zone de confort, mais en le faisant étape par étape. Il y a des moyens aujourd'hui qui sont accessibles à tous. Et Simon est un expert là-dedans, j'en suis un aussi, donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour les commentaires, merci pour toutes les j'aime qu'on a eus, les partages. Je pense qu'il y en a eu déjà quelques-uns. Donc, continuez si vous pensez que cette discussion-là a pu servir à quelqu'un. Pour résumer, côté gauche, employé ou travailleur indépendant, c'est 5% de la richesse, mais 95% de la population, donc à peu près la grosse majorité de la population sont de ce côté-là. Du côté droit, propriétaire d'entreprise, patron, investisseur, donc 95% de la richesse, mais seulement 5% de la population mondiale est de ce côté-là. Donc, comment faire le passage d'un côté à l'autre en écoutant ceux-là qui sont déjà de ce côté-là, comme Simon et moi, par exemple. Mais Simon est en train de faire le passage. Moi, je suis déjà de ce côté-là, mais Simon est en train de faire le passage. Donc, c'est parfait. C'est ça qui, tu sais, on dit on est expert, puis on peut vous conseiller. C'est ceux qui ont déjà des résultats, puis qui sont déjà en mouvement, qui ont déjà fait ce pas en avant-là, qui peuvent vous dire, hey, écoutez, ça existe, on peut le faire, le mouvement. Moi, je suis en train de le faire, ou moi, je l'ai déjà fait, puis ça marche. Donc, on peut vous conseiller là-dessus. Et que ce soit nous ou que ce soit plein de gens, comme tu disais, tu as une vidéo sur Facebook, sur YouTube que tu as trouvée, puis tu vas le mettre en commentaire. Lui aussi, tu sais, essayez de commenter. Donc, c'est des choses qu'on peut vous amener. On est là pour vous aider. On est là pour shaker un peu tout ça, faire trembler le sang. On a quelques commentaires pour terminer. La conclusion, Alexandra va être bonne. Là. On peut conclure avec Alexandra. Elle dit sortir de sa zone de confort pour une vie plus confortable. Ah, hey, c'est beau ça. Merci, Alexandra. Effectivement, sortir de sa zone de confort pour avoir une vie plus confortable sur le long terme. Arrêtez d'être dans votre confort journalier de tous les jours, d'instantané, en fait, de tout de suite. Hein. Tu sais, je vais acheter mon cinéma maison. Ah, c'est cool, je vais pouvoir m'installer dedans puis regarder la TV. Puis il va falloir commencer à aller travailler le lundi. Vanessa dit, le maudit élastique, il faut que je le casse. Vanessa, il n'en tient qu'à toi. Tu as déjà commencé à faire le mouvement, mais effectivement, tu procrastines, comme on disait. Pas le temps, pas d'argent, c'est procrastiner. C'est les choses qui nous retiennent. Hein. C'est la façon dont on dit l'élastique. On a les moyens, on a tout ce qui est là, mais est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va pas y aller? Puis souvent, on voit ça gros de même. Tu sais, essayez de voir ça, ma caméra. Essayez de voir ça gros de même. Vous ne voyez pas ça gros de même. Commencez quelque part. Puis on est là pour ça, en fait, pour vous dire comment commencer petit. C'est faisable de le faire. Il faut commencer petit. Il faut commencer un pas à la fois. Sortir de sa zone de confort, c'est pas facile. Mathieu m'aurait dit hey Simon, on va faire un live l'année prochaine ensemble. Si tu vas voir, on va faire un live, on va parler au monde, j'aurais dit. Dans tes rêves, mon ami. Puis regarde, je suis là. Je suis là avec lui en train de vous jaser, mais c'est ça, sortir de son zone de confort. Puis
il y a une mentor que je connais bien, je salue Christine, qui disait souvent, elle a peut-être poussé aussi à votre mentor, souvent on apprend ça des autres, puis devenir confortable à être inconfortable. Ah oui. Devenir confortable à être inconfortable. Et c'est pas une course de 100 mètres. Passer de un à l'autre, c'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon. Et un marathon, ça commence par franchir la ligne de départ. Donc, c'est le premier pas. Faut démarrer, en fait. Puis avant le marathon, je suis faut que tu complètement t'entraînes. d'accord. Oui, il y a de l'entraînement, c'est sûr. Mais Omar dit, j'espère que ça ne va pas prendre longtemps de coaching parce qu'à un moment donné, il faut agir. Omar, 100% d'accord et c'est pour ça que notre coaching est tout de suite à mettre en application. Tout de suite. On a des choses à mettre en application à l'instant. Donc, c'est démarrer tout de suite et de passer de un à l'autre, étape par étape. Donc, c'est un coaching qui se fait en prenant des actions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, complètement d'accord, Omar. Je te suis à 200% là-dessus. Merci pour ton commentaire. Sur ce, on va conclure. On est à peu près à 1 heure de live. Donc, merci à tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous mardi prochain. Merci pour les commentaires, les likes, les j'aime et les shares, les partages, les les loves, tout ce que vous nous donnez à chaque semaine, ça nous motive. Si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on parle, comme disait Simon la semaine dernière, écrivez-nous-le en commentaire. On peut mettre ça dans notre liste. On a plusieurs choses et on veut faire trembler un peu toutes les certitudes de choses. Un des sujets que j'aimerais bien ça vous parler, c'est dans les certitudes de la vie, c'est la jalousie. Ah oui. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais. De où provient la jalousie? Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup vous parler. On a parlé aussi de, Simon, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on se nourrit bien? Ça, c'est une autre grosse question. Voilà. Donc, ces vidéos sont en rediffusion sur notre page, mais comme je pose beaucoup, des fois, ça s'en va loin. Allez sur notre chaîne YouTube. Vous cherchez le Sabre va trembler sur YouTube. Vous allez trouver les épisodes sont mis sur YouTube également. Dans l'annonce que j'avais faite, l'image, il y a un nom de domaine. J'ai écrit un nom de domaine qui pointe directement sur ta liste de lecture. Donc, sablevatrembler.stream. Yes. Good. Bien vu. Merci à tous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Ciao, bye. Salut, merci à toi, Mathieu. Salut, ciao. Ouais.